Alors, un, deux, voilà. On va garder le masque, hein. Je vous encourage tous à garder le masque pendant les prises de parole, hein. Juste avant de commencer le conseil municipal et d'attendre les deux, trois personnes, les trois élus qui nous manquent. Juste pour vous donner une information, la situation sanitaire est en train de se tendre. Elle se tend, je pense que les médias aujourd'hui vous le disent. Et là, cet après-midi, entre midi et deux, j'étais en conférence sanitaire avec le préfet de région, le directeur régional de l'ARS en visio. Après, j'ai pu joindre la préfète. Donc la situation se tend, elle se tend. Donc je vous encourage tous, à titre individuel et surtout en tant qu'élu, à faire très attention, de porter les masques, de faire les gestes barrières. On est en train de regarder, nous, au niveau des festivités de Noël, comment tout ça va impacter, hein. Donc, entre autres, là-bas, juste avant que j'arrive, nous avons l'information, enfin, nous avons reçu un arrêté de la préfecture nous disant que l'accès au marché de Noël ne se faisait sous condition de la présentation du pass sanitaire, donc ce qui va modifier. Donc, nous allons être amenés dans les heures à venir et dans les jours à venir à reprendre un peu les choses. Je ferai une prise de parole via la vidéo Quand ça Tanguy. Demain, lundi ou mardi, la vidéo. Pour, mardi soir, on fera je ferai une vidéo pour rappeler à l'ensemble des Bagnolaises et des Bagnolais et peut-être plus au-delà la nécessité. Et là, alors j'ai pas pu l'avoir, je voulais avoir le directeur de l'hôpital juste pour vous donner les dernières informations de l'hôpital avant de démarrer. J'ai pas pu l'avoir, je pense qu'il doit être en réunion. Mais sachez qu'aussi au niveau de l'hôpital de Bagnoles, la situation se tend énormément. Je rappelle, hein, et je le dis, que j'ai échangé avec monsieur Sajus avant-hier. La majeure partie des patients qui sont en secteur Covid aujourd'hui sont des gens non vaccinés. Voilà, donc il faut le savoir, c'est comme ça, je ne dis pas rien, les chiffres sont têtus, hein, même si c'est Staline qui... Quelqu'un me l'a rappelé, les chiffres sont têtus, donc c'est une réalité, il faut faire très attention, faites-vous vacciner. Là, avec Michel, depuis ce matin, Michel est passé sur le centre de vaccination, je suis passé cet après-midi, les 5 lignes de vaccination sont rétablies, les rendez-vous se prennent jusqu'au mois de février, maintenant on est rendu à février, donc il faut, faites-vous vacciner. Voilà, il y a des plages qui sont réouvertes, voilà, mais voilà, on est dans une situation qui se tend de plus en plus et on va essayer de s'adapter encore une fois à la situation sanitaire qui va se présenter à nous. En tous les cas, ce que je vous le dis, vous êtes des élus, que vous soyez dans la majorité, dans l'opposition, faites attention à ce que vous faites, portez le masque, donnez l'exemple, quoi. OK ? Voilà, on peut commencer. Après ce petit rappel. Donc, je vous rappelle que comme on est toujours je ne vais pas trouver mes mots ce soir, ça va être sympa. En urgence sanitaire, on va faire un conseil municipal sympa, si je ne trouve pas mes mots. Donc en urgence sanitaire, vous vous rappelez que on n'ouvre pas, on est un peu à huis clos et qu'on peut disposer de 2 procurations par personne. Donc on va... Voilà. Voilà, donc je vais faire l'appel. Monsieur Chaplet présent, Monsieur Couston, Madame Fonturial, Monsieur Segelski, Madame Mussio, Monsieur Baume, Madame Ebide, Monsieur Ray, Madame Graziano, Monsieur Berthoumieux, Madame Rouquayrol, Madame Anglezan, absente, à donner procuration à Monsieur Chaplet. Monsieur Cellier, absent, à donner procuration à Monsieur Berthoumieux. Madame Salinas, Monsieur Suot, Madame Boissel, absente, à donner procuration à Madame Mussio, excusez-moi. Monsieur Masse, Madame Laboued, absente, à donner procuration à Madame Abid. Monsieur Abadli, absent, à donner procuration à Monsieur Ray. Madame Sage, absente, à donner procuration à Monsieur Baume.
Et Monsieur Hill, absent, a donné procuration à Monsieur Couston. Madame El Kotri, Monsieur Ouattizerga, Madame Herbé, Monsieur Célins, Madame Martin, absente, a donné procuration à Monsieur Pommier. Monsieur Pommier, présent. Madame Borde, absente, a donné procuration à Monsieur Morelli, excusez-moi. Monsieur Viry, absent, a donné procuration à Monsieur Pommier. Monsieur Morelli, présent. Madame Marquez, Monsieur Vincent et Madame Blanchet a donné procuration à Monsieur Vincent. Voilà, je vous remercie. Donc, nous allons commencer le conseil municipal. La question numéro 1, c'est l'approbation du procès-verbal en date du 27 juillet 2021. Y a-t-il des remarques? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre. Donc, le procès-verbal est adopté à l'unanimité. Si vous permettez, la question numéro 2, Monsieur Segelski, subvention de fonctionnement aux associations du secteur culturel pour 2021. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre du BP 2021, une somme de 275 000 € a été votée pour l'attribution de subventions de fonctionnement aux associations. Il était alors décidé qu'un reliquat de 15 710 € restait à être réparti des réceptions des dossiers de demande de subvention et dans la mesure où seules les demandes arrivées ont été traitées. La politique culturelle de la ville de Bagnols-sur-Cèze vise à sensibiliser tous les publics en favorisant notamment le partenariat et les actions transversales. Pour le secteur culturel, au vu des demandes reçues et des actions menées, il est à considérer l'octroi de subventions complémentaires suivantes. Pour les amis des musées, 600 €, notamment concernant l'exposition au centre d'art rhodanien à Saint-Maur du 15 au 27 novembre. Les amis de Rabelais, 1 000 €, exposition qui a lieu en octobre avec des illustrations de l'œuvre de Rabelais, de la scénographie, des objets labellisés, panneaux pédagogiques, etc. L'Académie de la Secours, 500 €, qui font de nombreuses interventions également de cette année, dont une à la médiathèque. La chorale et pourquoi pas, 400 €. Donc là, c'est une chorale qui comporte des personnes de tout public, tout âge, mais qui se déporte autant sur Bagnols que hors Bagnols. Les AVF, 600 €, organisation c'était notamment pour l'organisation de l'accueil des nouveaux arrivants à Bagnols-sur-Cèze, ce 20 novembre. Et l'association des Côtes-du-Rhône, Rive Droite, pour 1 500 €. Et également les associations de danse, 300 € chacune, pour Bagnols Country Dance, Dixie, Dynamique Danse Sportive, Espace Danse, Évidence, Cadence et Terpsichore. Ceci pour un total de 6 700 €. Question présentée à la commission éducation, sport, culture et à la commission des moyens généraux du 24 novembre 2021. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question numéro 2 est adoptée à l'unanimité. Merci, Monsieur Segelski. Question numéro 3, donc, c'est le débat d'orientation budgétaire 2022 que je vais vous présenter. Donc, je vous le rappelle, ce DOB est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants. Depuis quelques années, maintenant, il se présente en forme de débat et aussi avec la présentation d'un ROB, d'un rapport d'orientation budgétaire. Sur ce, je ne vais pas vous lire in extenso, je vais éviter de vous assommer, mais il convient de présenter certaines choses. D'abord, il faut que nous reprenions un petit peu la situation macroéconomique suite à la pandémie. Donc, elle se résume un petit peu, hélas, comme ce que j'ai pu vous dire l'année dernière, sur la crise 2020 qui a complètement bouleversé les perspectives économiques. Ainsi, le Fonds monétaire, le FMI international, lui, se place toujours sur une horizon inhabituelle qui est plutôt, d'habitude, ils sont plutôt sur du long terme. Là, aujourd'hui, ils se contentent de 2021 et 2022 par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Ainsi, l'économie mondiale devrait croître en 2021 de 5,9% et de 4,9% en 2022. C'est un peu cette révision à la baisse pour 2021 est principalement due à deux facteurs, mais dont tout le monde connaît les applications quotidiennes. C'est la rupture des approvisionnements
qui, vous le savez, j'étais encore en réunion cet après-midi avec les gens de la SNCF qui ont, eux, des problèmes d'approvisionnement sur les métaux et surtout sur une hausse des prix qui est importante. Et deuxième chose, c'est aussi une aggravation. Et hélas, quand j'ai écrit ce texte avec M. Chauvet, on l'a écrit maintenant il y a quelques semaines, on ne pensait pas être aussi prophète, c'est-à-dire que, aussi sur l'aggravation de la dynamique de la pandémie que nous vivons aujourd'hui et qui est autant au niveau mondial qu'au niveau national qu'au niveau local. Sur le détail, il est estimé que sur 2021, les décroissances suivantes, 6,8% pour le Royaume-Uni, 6,3% pour la France et 6,6% pour les États-Unis, ceci pour 2021. Si nous reprenons la projection que fait le FMI sur 2022, nous pouvons constater que les prévisions pour la France se situent à 3,9%. Cette stagnation à la baisse s'explique notamment par la propagation rapide du variant Delta et la menace de nouvelles choses de virus que nous vivons actuellement et dont nous espérons qu'elles ne se développeront pas trop sur le territoire national. Cette évolution devrait continuer et être, en matière d'économie, plus modérée pour 2022 et s'établir aujourd'hui à environ 3%. Je crois que tous les organismes et même les derniers chiffres qui nous sont revenus tout récemment font une évolution à 3,3%. Au niveau national, la croissance au troisième trimestre serait, elle, forte, et elle a été forte, serait forte, elle est de 2,7%, elle serait supérieure à celle qui a été prévue, et sur l'absence si en absence de dégradation sanitaire, et c'est ce que nous avons écrit il y a quelques jours, celle-ci devrait se poursuivre et être au quatrième trimestre, avoir une hausse de 0,5%. Alors, autant vous dire que quand on a écrit ça, on le pensait sincèrement, et c'est ce que nous donnaient les organismes qui nous aident à établir ce ROB. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je pondérerai cette hausse de 0,5%. On n'a pas encore de chiffre réel, mais elle devrait être un petit peu moins marquée sur le quatrième trimestre. Dans ce contexte qui est quand même lié à une reprise économique, et tant mieux, plus particulièrement, cette reprise, cette tension que nous avons sur la reprise économique est plus particulièrement sujet à la reprise de l'envolée des prix sur l'énergie qui fait rebondir, et ça je pense que tous les médias nationaux s'en font écho, qui fait rebondir une inflation que nous n'avions plus depuis quelques années. En parallèle, se pose aussi un souci que nous vivons tous au quotidien, c'est la tension sur les recrutements qui tendent à progresser. Il est vrai qu'aujourd'hui, 15% des entreprises qui sont interrogées disent qu'ils ont du mal à recruter dans l'industrie. Et il faut savoir que sur le secteur du bâtiment, c'est 40% des entreprises qui disent qu'ils ont du mal à recruter. Donc il est bien aujourd'hui, mais on le vit tous dans notre quotidien, on le vit à travers les diverses informations qui nous reviennent. Aujourd'hui, il y a un décalage conjoncturel, et je l'espère qu'il sera conjoncturel, entre les offres et la demande. Et il faut rétablir, c'est une des orientations dans laquelle je reviendrai plus tard, des orientations de la loi de finances qu'il nous faudra corriger. Le nombre de demandeurs d'emploi au niveau national s'établit à 3 544 000 pour la catégorie A. Il diminue malgré ça de 5,5% pour le troisième trimestre. Pour les catégories A, B et C, ce nombre s'établit à 5 871 000 et il diminue pour ce même trimestre de 1,9%. Voilà, c'est l'effet aussi de la reprise, c'est-à-dire qu'au niveau de l'emploi, on le voit, et je pense que tout le monde a pu le constater, une diminution du chômage, que ce soit sur les trois catégories A, B ou C. Sur les finances locales, en ce qui concerne les finances locales, le rebond de l'épargne brute, ce que nous parlerons tout à l'heure, qui est l'autofinancement, fait apparaître, après une chute de près de plus de 9%, une reprise en 2020 qui va nous permettre d'avoir un autofinancement généralisé sur l'ensemble des collectivités plus marqué.
Nous avons aussi, sur les recettes communales, les recettes communales évolueraient de 2,8% malgré des recettes de services encore impactées par la pandémie. Ça, et pour les élus qui m'entourent, on le constate au quotidien. Cependant, les droits de mutation sont en progression, donc ce qui devrait nous permettre de pouvoir compenser ce défaut de recettes. Sur les dépenses qui ont un caractère général, elles ont progressé de 1,5%, qui est principalement dû à l'inflation, et les frais de personnel ont été liés à la crise, le télétravail, tout ça. Le télétravail et les primes exceptionnelles qui ont été attribuées à la fin du premier confinement. Cette augmentation des frais de personnel a aussi impacté directement les budgets communaux. Les autofinancements, qui sont pour les investissements, se situent aujourd'hui aux alentours pour 2021 pour l'ensemble des collectivités locales à une progression de 6,9%. En ce qui concerne la loi de programmation des finances pour 2022, ce qui est, je rappelle, qui est voté au mois de novembre et qui donne l'orientation des budgétaires de l'État envers les collectivités. Le projet de loi prévoit une croissance de 6% du PIB pour 2021 contre 5% précédemment annoncé dans le programme de stabilité du mois d'avril 2021. Sur les grands principes du budget 2022, les grands principes sont les suivants. Poursuite de la mise en œuvre du plan de relance dont nous bénéficions directement, et j'y reviendrai plus tard. La baisse des impôts des particuliers et des entreprises au titre de la taxe d'habitation. Je rappelle que 20% des ménages les plus aisés sera encore réduite et pour atteindre 65% sur 2022. La taxe d'habitation sur les résidences principales sera supprimée pour tous les contribuables en 2023. Les moyens des ministères régaliens et de l'éducation nationale et de l'enseignement seront, elles, augmentés en 2022, donc ce qui devrait avoir directement un impact sur la collectivité. Concernant les collectivités, les concours financiers sont en hausse et nous en bénéficions directement avec plus de 525 millions d'euros par rapport à la loi de finances, 525 milliards d'euros par rapport à la loi de finances 2021. La stabilité de la DGF et une augmentation de la DSU et de la DSR, qui est une hausse de plus de 95 millions d'euros, et un effort massif qui sera poursuivi sur l'investissement local, entre autres sur des abondements exceptionnels en matière d'autorisation d'engagement qui sont prévus sur la DSIL. Ceci nous impacte directement sur les futurs projets que nous mènerons en investissement. Pour la première année, cette année, la FCTVA sera automatisée. Elle sera portée à 6,5 millions d'euros par rapport à 2020. Et elle sera étant automatisée, comme nous sommes, dans des années, j'y reviendrai plus tard, dans des années d'investissement fort. En fin de compte, pour nous, vous le verrez dans les barres graphes qui vous seront présentés derrière, c'est aussi un effet levier qui sera très important dans notre part investissement. La réforme de l'abonnement de la dotation de biodiversité, la dotation passe ainsi de 10 millions à 20 millions d'euros et nous serons impactés directement, nous, en termes de programme Natura 2000, sachant que nous avons sur les bords de 16 tous les parcours en Natura 2000. Donc nous pourrons en bénéficier. Sur ce, l'exercice 2021, les perspectives pour la mairie de Bagnoles pour l'année 2021. La rétrospective, excusez-moi, pour l'année 2021. L'exercice 2021 n'étant pas complètement terminé, vous comprendrez que c'est le seul compte administratif qui nous fera la fin du budget. Donc aujourd'hui, nous pouvons quand même sortir quelques tendances. D'une manière générale et au regard de l'évolution des dépenses et des recettes depuis 2017, nous pouvons conclure déjà que la situation financière de la ville de Bagnoles apparaît saine. Si vous regardez les barres graphes qui sont sur la page 18, vous voyez très bien que nos dépenses, que les recettes que nous avons aujourd'hui sont stables depuis 2017. J'y reviendrai tout à l'heure sur la partie de dépenses. Si ces dépenses sont stables et devraient être
aujourd'hui, avec la prospective qui est la nôtre, stable sur l'année 2022, malgré, et vous l'avez tous, on l'a tous vécu, malgré la suppression engendrée d'un seul taux, enfin la suppression du vote du taux de la taxe d'habitation et le vote d'un seul taux de la taxe foncière qui s'établit respectivement à 49 et 60, à 59,5% et 67,5% en 2021. À périmètre constant, en périmètre constant, la baisse effective que nous avons sur les recettes pour 2021 est de seulement 200 000 euros, zéro. Ce qui est remarquable dans la stabilité de nos recettes. Sur les recettes d'investissement, là je parlais des recettes de fonctionnement, c'est les recettes d'investissement. Les recettes d'investissement, elles, restent stables et elles financent une bonne partie des équipements de la ville. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'emprunt que nous avons depuis maintenant, en recettes depuis maintenant plusieurs années, s'établit de façon globale à 2 millions d'euros, mais nous y reviendrons plus tard. Sur excusez-moi, c'est les recettes d'investissement qui sont à la page 19. Vous pouvez voir que nos recettes d'investissement progressent régulièrement. Ils sont passés de 1 851 000 en 2018 et se situent aujourd'hui à 2,3 millions d'euros en 2020. Ça prouve une seule chose, et que nous avons des recettes à hauteur de nos investissements. Vous verrez que les dépenses d'investissement ont plus que doublé entre 2017 et 2021, mais nos recettes suivent le même rythme. Ce qu'il faut voir, c'est que aussi à travers cette augmentation de recettes sur les investissements, c'est que tous nos projets de la ville sont aujourd'hui, quels qu'ils soient, subventionnés à une hauteur de 63%, qui est un taux de recettes, de subvention sur les dépenses, sur les investissements, qui est un taux élevé pour une collectivité comme la nôtre. Sur les dépenses de fonctionnement, ce qui est le tableau à la page 20, sur les dépenses de fonctionnement, vous avez une stabilité qui est, si nous prenons le chiffre de 2017 qui était à 21,8 millions, et en 2021, nous avons une dépense qui se situe à 21,9 millions, avec une stabilité sur les années 2018, 2019 et 2020. Les dépenses de fonctionnement donc, sont donc maîtrisées, et la petite baisse que nous avons constatée depuis les années 2019 sont principalement dues à la pandémie et bien sûr à des dépenses que nous ne faisons pas parce que la pandémie est présente, et nous réorientons nos budgets en fonction de l'évolution de la pandémie, comme nous allons le faire dans les semaines à venir. Les dépenses à caractère général qui intègrent les achats, la fourniture et l'eau, l'électricité, tous des choses qui sont essentielles à la vie de la commune, qui sont des dépenses inéluctables, elles, comme vous pouvez le constater, restent complètement stables, même malgré l'évolution du coût de l'énergie. Donc, ce qui fait que en euros, ça reste constant. Par contre, en consommation et en dépenses, l'électricité, le gaz et l'eau coûtant plus cher, nous sommes en fait dans une consommation restreinte. Les charges en personnel, qui représentent 57% des dépenses totales, sont très largement encadrées, avec un niveau projeté fin 2021 qui devrait être proche de celui de 2018. Les dépenses en termes de personnel sont, depuis 2018 à 2021, constantes, malgré les évolutions du GVT et des revalorisations de certaines catégories d'agents de l'État et communaux. Enfin, sur les charges de gestion courantes, qui sont tout ce qui tourne, toutes les contributions que nous faisons au SDIS, à l'école Sainte-Marie et au CCAS, c'est environ 700 kg qui sont consacrés chaque année et qui là sont aussi dans ce domaine-là très stable. L'image qui est la nôtre aujourd'hui en matière de gestion, en matière d'investissement, nous avons stabilisé notre budget, quelles que soient les dépenses, que ce soit en fonctionnement, que ce soit en recettes de fonctionnement ou en dépenses de fonctionnement.
Nous sommes très, très attentifs. Nous sommes sur quelque chose de constant sur maintenant 5 ans. Donc, ça veut dire que sur chaque pôle de dépenses, nous faisons des efforts, que ce soit en matière de personnel, en matière de consommation électrique, en matière de dépenses courantes. Nous avons une maîtrise que nous essayons d'améliorer à chaque instant. Sur les dépenses d'investissement, qui est le tableau de le paragraphe de la page 21, là vous voyez que nous sommes passés d'un investissement qui était en 2007 de 3,082 à 6,6 millions d'euros. Nous avons plus que doublé notre investissement. Ces investissements aujourd'hui sont, si vous voyez, la part communale elle a légèrement évolué. Par contre, la part qui évolue excessivement, c'est la part des subventions qui nous sont accordées à l'intérieur de ces dépenses de fonctionnement. Comme j'ai pu le dire aujourd'hui, tout à l'heure, 62% de nos investissements sont subventionnés. Donc l'effet levier est important depuis maintenant 5 ans. Ainsi, si vous regardez notre épargne brute, c'est important. L'épargne brute, je le rappelle, c'est ce que nous économisons en fonctionnement et que nous pouvons reporter en investissement. Et avec les recettes d'investissement et l'emprunt, c'est ce qui fait le montant de notre dépense en investissement. Sur ce, vous pouvez constater que depuis maintenant plusieurs années, depuis 2017, nous sommes sur un autofinancement qui est autour de 3 millions d'euros. Bon, il peut varier de 3 672 pour l'année 2017 et retrouver pour l'année 2020 un taux de 3,5 millions après être passé par un niveau en 2019 de 3 millions et un niveau en 2018 de 3,6 millions. Ainsi, nous avons en permanence depuis plus de 5 ans, depuis plus de 4 ans, excusez-moi, un autofinancement supérieur à 3 millions d'euros. Je le dis aujourd'hui, pour 2021, le budget le compte administratif, et ça, avec M. Chauvet, nous l'avons regardé pas plus tard que fin de semaine dernière, l'autofinancement pour le 2021 sera aussi aux alentours de 3 millions 2, 3 millions 3. Donc, c'est le taux d'épargne brute, donc nous avons un autofinancement qui reste positif, qui reste largement positif, ce qui est pour la ville de Bagnoles un signe d'une vraie santé financière retrouvée. Si vous regardez les indicateurs qui concernent l'encours de la dette, vous pouvez constater que vous avez sur le petit tableau 22, en bas de page de la page 22, vous avez l'encours de notre dette qui est aujourd'hui pour 2021, mais qui est projeté, mais je peux vous confirmer le chiffre parce qu'il n'y aura pas d'autres emprunts avant la fin de l'année. Il est à 24,2 millions d'euros. La capacité de désendetter, elle est à 7,5. Il faut savoir que la norme, elle est à 10 ans. Alors, c'est exprimé en ans. La capacité de désendettement, c'est si vous prenez votre dette, vous mettez ce que vous remboursements de votre dette et vous ne produisez pas d'autres emprunts, c'est votre capacité à vous désendetter. Aujourd'hui, le chiffre objectif, il est entre 10 et 12 ans de remboursement. Nous sommes aujourd'hui à 7,5 ans, donc largement en deçà de l'indicateur moyen de l'ensemble des collectivités. Notre taux d'endettement, il est à 94,4%, sachant que les indicateurs qui sont donnés pour une bonne gestion ne doivent pas dépasser 100%, donc nous sommes aussi en deçà de ces 100%. Si vous regardez comment est constituée notre dette, elle est constituée pour 82,5% de taux fixe. Nous avons 6,1% qui sont en taux variable et le 11,4% qui sont des taux en structuraux. Nous avons 32 contrats qui sont en cours. Nos principaux prêteurs sont le Crédit Agricole, la FC Fil, Aurélien, j'ai plus l'anagramme. Ouais, je vais vous le retrouver, je l'ai pas noté. Ouais, je l'ai pas noté. Nous avons la Caisse d'épargne et le Crédit Foncier de France dans des moindres importances, sachant que le Crédit Foncier de France, lui, a arrêté. Il s'est transformé sur la Banque des Territoires et que dans les années à venir, on espère pouvoir, et c'était l'objet de la réunion de hier matin,
pouvoir travailler sur des projets structurants avec la Banque des Territoires. Donc normalement, on devrait voir apparaître la Banque des Territoires dans les années à venir. Société de financement local, merci. Voilà. Sur les orientations budgétaires 2022. Comme j'ai pu vous le dire en début de ce propos, nous allons établir un budget qui sera, avec la crise Covid, qui sera un petit peu sur les mêmes principes que l'année dernière, c'est-à-dire pas de prise de risque. Nous allons établir une stabilité à la fois sur notre autofinancement, sur le personnel, sur les dépenses de fonctionnement, et nous allons garder un niveau d'investissement qui sera au niveau de celui que nous avons cette année. L'écriture budgétaire qui va vous être proposée dans les semaines à venir sera un budget qui sera basé sur 2 grands chiffres: maîtrise des dépenses de fonctionnement au niveau de celui qui est de cette année, un niveau de dépenses de personnel identique, alors peut-être un tout petit peu plus haut avec l'évolution de certaines catégories, de basses catégories qui ont été revalorisées. Donc on aura un autofinancement, une dépense de personnel qui se situera autour de 2,5, 9% à peu près. Nous ne dépasserons pas les 2 millions d'emprunts et nous garderons un autofinancement à hauteur de 3 millions d'euros. Voilà les grands principes du budget que nous allons mettre en place. À côté de ça, nous allons continuer à déployer un investissement important et je reviendrai dessus plus tard. Sur les charges à caractère général, nous serons sur la quasi reconduite du budget 2021. Sera sacralisé au sein de ce budget les aides au tissu associatif, avec une volonté de sanctuariser ce niveau d'aide que nous apportons aux associations. Et du côté des recettes de fonctionnement, nous allons établir un budget très prudent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce que vit notre pays en termes de dépenses successives et de dotations, donc nous allons prendre pour principe que le Covid est toujours présent. Donc, instabilité est grande. La deuxième, c'est que la DGF, comme l'a annoncé le président de la République, la DGF n'évoluera pas et que la DSU sera revalorisée. Donc, nous allons être très prudents en matière de recettes de fonctionnement. Sur le niveau d'investissement, je sais ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, il devrait s'établir autour de 7 millions d'euros pour l'année de 2021 et nous le reconduirons en 2022 et nous le reconduirons à ce même titre. Sur le dernier volet de ce ROB qui est les ressources humaines, pour vous donner quelques chiffres et vous l'avez entre vos mains. Donc en janvier 2016, nous étions 336 personnels agents au sein de la mairie. En novembre 2021, nous sommes à 315. Si vous regardez notre répartition, nous avons 17% de contractuels contre 83% de titulaires et la collectivité comporte 59% de dames et 41% de messieurs. Par contre, si vous regardez la pyramide des âges qui est associée en haut de la page 28, bien qu'elle ressemble énormément à beaucoup d'autres pyramides d'âge, vous pouvez remarquer quelque chose qui est typiquement un trait des collectivités locales. Lorsque vous regardez les plus de 60 ans, vous voyez que le nombre de femmes s'établit aux alentours de 37-38%. Et que pour les hommes, nous sommes qu'à 20 et quelques %. Ça signifie une chose qui peut paraître, mais qu'on peut traduire de cette pyramide, c'est que beaucoup de femmes dans les collectivités territoriales continuent partent pas en retraite à 72 ans, elles continuent parce que c'est souvent des personnes qui ont des ruptures de carrière, soit en prenant des 4/5e, soit ayant des parcours de vie un petit peu atypiques. Et surtout, ce sont les personnes qui ont généralement dans la collectivité, et vous pourrez le retrouver,
qui ont des parcours de vie un petit peu compliqués, donc qui offrent un profil de carrière un peu moins important que les personnes qui continuent à temps complet dans la fonction territoriale. Donc c'est quelque chose qui est vraiment marqué sur qui est spécifique de la pyramide des âges que nous pouvons avoir dans la mairie de Bagnols. Sur l'apprentissage, l'État a annoncé un gros effort sur l'apprentissage avec plus de 7500 apprentis qui devront être recrutés sur l'ensemble du territoire pour l'année 2022. Sachez qu'une aide, pour marquer cette aide, l'État apporte une aide exceptionnelle de 3 000 € à chaque fois que nous mettrons en place en 2021 au sein des collectivités territoriales un recrutement d'un apprenti. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la collectivité de Bagnols, et c'était en 2021, nous avons eu 7 nouveaux apprentis qui ont été recrutés, 3 au service environnement, 1 au service éducation, et 1 au secrétariat général, 1 au service de ressources humaines et 1 au service de la commande publique. Et un nouveau contrat d'apprentissage devrait avoir lieu en 2022. Voilà, vous le savez, je vous laisse la parole. Vous savez, sur la commune de Bagnols, nous avons entamé l'apprentissage depuis maintenant plusieurs années. C'est plus de 130 apprentis qui sont passés à la mairie de Bagnols. Et qu'aujourd'hui, notre volonté sur 2022 est de continuer cet effort et cette volonté que nous avons d'être moteur sur l'apprentissage. Sur les contrats aidés, aujourd'hui, ce sont 10 personnes en parcours PEC qui sont en place. Nous les avons recrutés depuis 2019. Je vous fais grâce, mais les PEC, ce sont des contrats aidés qui sont à 20 heures par semaine. Et nous les recrutons avec 2 volontés. Une volonté de les former à un emploi. Ils arrivent sans vraiment de formation. Nous essayons de les former et d'essayer d'avoir une formation qui leur est, personnalisée sur chaque cas que nous pouvons rencontrer. Sur les 2021, ce sont 8 personnes qui sont accompagnées au sein de la collectivité de Bagnols. La collectivité a aussi renouvelé son agrément sur l'emploi des services civiques. Et aujourd'hui, nous avons un contrat service civique, un deuxième est en cours de recrutement. Et sur l'année 2022, nous avons pour volonté de multiplier ces services civiques au sein de la mairie. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur la partie emploi aidé. Sur la partie handicap, je vous rappelle que les collectivités, nous sommes assujettis comme les entreprises privées, à avoir 6% de l'effectif total des agents qui sont rémunérés de l'année écoulée. Aujourd'hui, nous dépassons ce taux d'emploi car nous sommes à 7,58% et qui reste largement supérieur à l'obligation réglementaire. Sur les évolutions de frais en personnel, cette évolution aujourd'hui, sur 2021, le point d'indice, et sur 2022, le point d'indice ne devrait pas bouger. C'est ce qui nous est annoncé. Par contre, l'État a volontairement revalorisé une partie des premières catégories de la catégorie C. Cette réévaluation devrait en avoir un effet direct sur les premières catégories. Ce qui devrait annoncer une augmentation comprise entre 40 et 50 € net pour plusieurs catégories de la catégorie C. En 2022, au vu de l'effectif de la collectivité qui est majoritairement des catégories C, ces nouveaux accords qui ont été passés devraient avoir un impact budgétaire, comme j'ai pu le dire aujourd'hui tout à l'heure, nous évaluons entre 2,5 et 2,9%. Ça sera affiné lorsque nous vous présenterons le budget, mais il faut s'attendre à une hausse de la dépense que nous faisons en matière de RH. En 2021, et je salue Madame Fonturial qui est à côté de moi, mais aussi l'ensemble des élus qui siègent au CTP
ainsi que les services et les organisations syndicales. En 2021 a été mis au sein de la mairie un nouvel organigramme qui est en cours de déploiement. Nous avons aussi, au cours de cette période, négocié un nouvel accord sur le temps de travail pour respecter les 1607 heures qui doivent être faites à partir du 1er janvier 2022. Et là, je salue l'ensemble du travail qui a été fait. Et ça a été, même si ça a été compliqué aujourd'hui d'avoir des organisations syndicales qui votent à l'unanimité pour cette nouvelle répartition du temps de travail, je pense que ça mérite d'être souligné. Au cours de l'année 2021 aussi, un groupe a été constitué régulièrement pour mettre en place la façon dont on va travailler. Donc là, ce groupe commence à travailler. Il est sous l'égide de Madame Fonturial et du DGS. Et ce groupe devrait permettre, dans les mois à venir, que chaque service puisse disposer, tout en respectant les 1607 heures, savoir comment chaque service désire travailler avec les temps spécifiques, les temps catégoriels, et surtout de savoir comment on peut ouvrir les services de façon plus longue, tout en respectant les repos de chacun. Et sur 2021, excusez-moi, ont été mis en place les lignes directrices de gestion, qui sont les lignes directrices de gestion, permettent au sein de la collectivité de déterminer l'organisation du dialogue social, nous permet de développer des leviers, de mettre en place des leviers managériaux pour une action publique, simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics et favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents, mais aussi renforcer l'égalité professionnelle dans la fonction publique, ce qui n'est pas une simple affaire. Voilà, ces lignes directrices de gestion ont été débattues au sein du CT, sont en application. Ceux qui ne les connaissent pas, je vous encourage à acheter un coup d'œil, même si c'est un document qui est un petit peu dense, même très dense, mais qui détermine vraiment comment, au sein de la collectivité, nous organisons à la fois le dialogue social, comment nous développons aussi les façons de manager les équipes, et surtout qui nous permet aussi d'avoir une projection sur, dans quelques années, comment la fonction territoriale sera constituée. Voilà. Sur les mutualisations, donc la commune, le dernier volet sur les mutualisations, la commune et l'agglomération du Gard-Amiens se sont engagés maintenant depuis plusieurs années sur un schéma de mutualisation et qui a donné lieu à la mise en place d'une convention de mutualisation. Si toutes les années, nous reprenons ce schéma de mutualisation, et nous le retravaillons. Donc là, vous avez en page 33, vous avez le détail des postes qui sont mutualisés. Cependant, avec l'agglomération du Gard rhodanien et la commune de Bagnols, nous avons décidé d'aller au-delà. Donc nous sommes en cours de discussion sur un nouveau schéma de mutualisation qui associe la ville de Bagnols, la ville de Pont-Saint-Esprit, la ville de Londin et l'ensemble des communes du Gard rhodanien, pour développer des services communs et aujourd'hui quelques orientations autour du marché public, autour des RH, autour du service des achats sont déjà lancées pour qu'on puisse travailler de façon plus efficace et de travailler surtout en mutualisant au maximum nos services. Voilà. J'ai essayé de ne pas trop vous saouler, hein. C'est toujours très compliqué. Je sais que c'est très compliqué, mais par contre, ça vous donne les orientations. Voilà, si vous avez des questions, allez-y. Excusez-moi. Voilà, moi c'était juste une petite précision au niveau des apprentis. Donc vous êtes, enfin, vous et d'autres organismes, subventionnés à 3 000 € par individu. L'État, à chaque fois, alors c'est nouveau, c'est dans la loi de finances qui vient d'arriver. À chaque fois que nous allons signer un nouveau contrat d'apprentissage, nous aurons un talon qui est de 3 000 € qui sera subventionné par l'État. Voilà. Ouais, c'est comme ça.
C'est ça, hein, voilà. Alors, le talon, il ne doit pas être le bon mot, excusez-moi. 3 000 € pour talon, je ne prends pas. Hein. Quel que soit le niveau d'apprentissage. Quel qu'il soit le niveau d'apprentissage. D'accord. Voilà, c'est des choses que nous faisions et on va pouvoir bénéficier de cette aide supplémentaire. D'accord. Allez, Monsieur Pommier. Monsieur le maire, le débat d'orientation budgétaire et la présentation du rapport d'orientation budgétaire, comme vous l'avez rappelé, est une étape nécessaire et obligatoire d'ailleurs, avant la présentation du budget primitif dans les 2 mois à venir, je pense. Avant le 26 janvier, je crois. Voilà. Moi, quelques observations. Hein. D'abord, et ça va vous faire plaisir, hein, je vais quand même saluer la bonne santé financière retrouvée. Ça fait toujours plaisir, effectivement, d'apprendre que la ville, aujourd'hui, a retrouvé cette capacité. Ensuite, je voudrais vous rejoindre et mettre des réserves quand même sur l'avenir, puisque, comme vous l'avez dit, 2022 est une année particulière, puisque le risque pandémique existe. Nous allons rentrer dans une période politique chargée et nous avons par ailleurs aussi le risque de mouvements sociaux induits par une forte augmentation du coût de la vie. Alors, tout cela pourrait impacter les recettes et donc l'investissement de notre collectivité. La deuxième observation concerne les frais de personnel qui sont constants depuis 2017. Je crois que c'est l'année de référence que vous avez prise en compte. Et je m'étonne parce qu'il y a eu quand même, depuis 2017, pas mal de transferts de compétences, notamment en matière de personnel, vers l'agglo. Dernière chose, alors là, c'était plutôt un souhait hein, sur le futur budget qui nous sera présenté, c'est la nécessité de la mise en œuvre d'une vraie politique environnementale au regard des enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, ça n'a pas été évoqué, mais ça le mérite d'être dit. Ok, donc d'autres interventions, Monsieur Vincent. Ça fonctionne ? Ça marche, ouais. Ah. Là. Voilà, ça marche mieux. Oui, deux questions. Les questions d'explication, en fait, tout simplement. Les produits de service en baisse, quels sont les services en question ? Les produits de service, là, ce sont principalement tout ce que nous vendons. C'est-à-dire, c'est les entrées à la piscine, les repas, voilà. Donc, qui avec le confinement, fait qu'on a une baisse en recettes sur les produits de service. Voilà. D'accord, oui, c'est bien ce que je pensais. Bon, enfin, il y aurait pu y avoir un poste particulier que j'ignore. La taxe d'aménagement en baisse, est-ce que vous avez une explication à ça ? Est-ce que vous y êtes penché sur cette... Alors, la taxe d'aménagement, on avait vu, elle est en baisse parce qu'on a eu 2 années sur des gros secteurs d'aménagement qui sont l'Ancise et elle m'échappe, l'autre, sur le Fangas, qui sont 2 grosses opérations d'aménagement qui, elles, amènent de la taxe d'aménagement. En plus, nous sommes en train d'écrire la taxe d'aménagement. Quand vous faites un aménagement, vous avez soit la taxe d'aménagement que vous percevez par foyer, soit vous écrivez ce qu'on appelle un PUP. Et depuis maintenant 2 années, nous privilégions l'écriture de PUP, c'est-à-dire que nous disons aux aménageurs, vous vous occupez de ça, nous on s'occupe de ça, donc ça n'apparaît plus en taxe d'aménagement. Voilà. C'est bon ? Oui, alors en fait, sinon, bon, voilà, c'était 2 questions que j'avais à poser. Sinon, concernant cette présentation, effectivement, c'était intéressant de prendre connaissance de l'état des finances de la commune. C'est chaque année quand même un moment important. Alors effectivement, j'ai vu qu'on parle
de santé retrouvée pour les finances. Et le mot retrouvé révèle que bon, ça n'a pas toujours été une grande santé, en tout cas. Et bon, alors il y a cependant, pour quand même apporter une petite nuance, le fait qu'on a un taux d'endettement effectivement qui est en dessous de la norme, effectivement, enfin d'une norme de le seuil d'alerte, vous avez indiqué. On est à 94%, le seuil d'alerte, il est pas très très haut en dessus. Chaque pourcentage compte, certes, mais enfin, on n'est quand même pas non plus, c'est pas si florissant, il faut être quand même prudent. Et d'ailleurs, la capacité de désendettement a repris un petit peu, passé de 6,6 à 7,5, c'est un an de plus. Donc en fait, c'est simplement la santé est peut-être retrouvée, mais il faut rester quand même très vigilant parce que c'est vrai qu'un an de plus, ça a un sens. Voilà. Je vous réponds. Oui, bien sûr. Sur les 94%, alors entre 0 et 100%, il y a une ville qui n'est pas du tout endettée, j'en connais pas. Peut-être des villages autour de grosses centrales nucléaires. Donc le 94%, c'est une échelle relative. C'est-à-dire que les meilleures communes doivent se situer à 90% et les plus mauvaises à 110, 120%. Donc 94%, croyez-moi. Si vous comparez par rapport à des communes de notre strate, et voilà, ce 94%, je les prends et je les prends sans aucun problème. Sur l'endettement d'une année supplémentaire, je rappelle juste que c'est des fluctuations. C'est soit vous passez votre emprunt en fin d'année et il ne rentre pas, enfin vous connaissez la mécanique, c'est-à-dire soit vous rentrez l'emprunt parce que vous en avez besoin en fin d'année et il rentre, et soit vous le reportez sur l'année suivante parce que vous n'en avez pas besoin à ce moment-là. Et donc, c'est ce jeu qui fait... Alors, il y a toujours une fluctuation quand vous rentrez un petit peu d'emprunt en fin d'année ou si vous le rentrez l'année suivante. Il ne rentre pas au même niveau. Donc, cette fluctuation entre 6,5, vous m'avez dit, et 7,4, si on la compare sur toute une dizaine d'années, voilà. L'important, c'est d'avoir une droite qui se tire, quoi, hein. La fluctuation, elle est vraiment dépendante du moment où vous faites vos emprunts, quoi. Soit vous avez besoin en début d'année et ça compte dans cette année-là, soit vous la faites en fin d'année et elle compte dans l'année suivante, quoi. Voilà. Alors, c'est une petite fluctuation. Voilà. L'important, c'est de tirer droit, de ne pas dépasser les 10. Ah, mais d'accord, très bien. C'est une précision. Moi, j'ignorais effectivement le fait qu'effectivement, selon la date... Voilà. Où, on tire, pour votre gouverne, on tire les emprunts au moment où on en a besoin. Donc on les signe au moment où on fait un appel à emprunt et après on les débloque en fonction de ce que nécessitent les travaux d'investissement. Mais comme à la maison, hein, comme quand vous construisez, la commune ne fait pas exception à ce qui se passe dans les foyers, quoi. D'accord. Voilà, pour répondre à Monsieur Pommier sur l'écriture, c'est ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire qu'on part sur une écriture très raisonnable, très très raisonnable. Si vous regardez, vous verrez dans les taxes, on part sur quelque chose identique à l'année dernière, sur les recettes identiques à l'année dernière, sur les dépenses de fonctionnement identiques à l'année dernière. Donc on a une écriture très raisonnable, vous le verrez lorsqu'on en parlera du budget. Donc c'est ça aussi qui fait que sur toute l'incertitude, c'est ce qu'on appelle une incertitude budgétaire. Soit vous pariez sur l'avenir, hein, et vous vous dites, voilà, je fais une projection sur un taux de croissance de temps, voilà, c'est bien. Hein, le temps n'est pas ça, quoi. Entre autres, les deux choses qui nous sont revenues, et la loi de finances est là pour nous le rappeler, c'est que déjà on s'appuie sur deux données qui sont pour nous fondamentales. C'est que le président de la République s'est engagé à ce que la DGF soit maintenue à son niveau. Hein, donc croyez-moi, pour nous, c'est déjà une stabilité dans les recettes budgétaires qui sont importantes. Et que la deuxième chose, c'est que la dotation de solidarité urbaine, dont nous bénéficions, sera aussi revalorisée. Donc ça aussi, on a été même dans cette revalorisation, donc vous verrez dans l'écriture, on sera plutôt raisonnable et tout ce qui viendra en plus sera des bonnes surprises. Voilà. D'autres choses? Non? Bon, écoutez, alors on fait un vote non pas pour voter pour ou contre le débat d'orientation budgétaire, c'est juste pour prendre acte que ce débat a eu lieu au sein de cette Assemblée. Donc, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, le débat, nous avons tous acté que ce débat avait eu lieu au sein de cette Assemblée.
question numéro 4. Oui. Ah oui, M. Jezelski c'est pour ça qu'il avait présenté, j'ai oublié de le dire, c'est pour ça qu'il a présenté sa question en premier. Il a donné procuration à Mme Graziano. Voilà, qui est au bout. Je te cherchais, Monique. Voilà. Question numéro 4. Autorisation du maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans le vote du budget 2022. Donc là, il s'agit de m'autoriser à engager, comme la loi le permet, les dépenses d'investissement entre le moment de début de l'année, donc début janvier, et le moment où nous voterons le budget le 26 janvier, comme j'ai pu le préciser à M. Pommier, de pouvoir engager 25% du budget d'investissement. Ça permet juste de pouvoir faire face aux dépenses d'investissement auxquelles nous devrons répondre. Donc, c'est 25% qui représentent 245 370 € pour le chapitre 20, sachant que pour le chapitre 2020, le chapitre 21, c'est 1 450 865 000. Pour le chapitre 23, c'est 894 080. Et pour le chapitre 204, c'est 23 500 €. Voilà. C'est très technique, hein, ça permet juste de ne pas bloquer la collectivité sur les premières semaines de janvier. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc 1, 2, 3, 2, 5, 6 abstentions. Si je ne peux rien faire, hein, je renvoie sur vous. Hein. Bon, la question est adoptée à la majorité, à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 5. Madame Fonturial, protocole relatif au temps de travail. Alors, avant de vous donner la parole, moi, je l'ai fait un petit peu dans ma présentation, mais je voulais vous remercier personnellement de tout le travail que vous effectuez pour le dialogue social au sein de la collectivité. Je le dis parce qu'il faut que tout le monde le sache. Si aujourd'hui l'accord sur le temps de travail, sur la façon dont on travaille s'est bien passé, c'est parce que aussi que Mme Fonturial a mis en place un dialogue social permanent au sein de la collectivité. Je voulais remercier aussi officiellement les organisations syndicales, les élus et les fonctionnaires par la qualité des dialogues qui s'est tenu au sein des CT et des divers moments des négociations autour de cet aménagement du temps de travail. Et puis remercier, et vous le comprendrez plus particulièrement, notre directeur général des services qui est derrière nous, qui a fait preuve, et je l'ai partagé avec lui, d'une écoute extrême, quelquefois qui s'est mordu les doigts pour être dans l'écoute. Et puis je vais le remercier aussi pour tout le professionnalisme qu'il a mis derrière cette négociation. Et je vous laisse la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire, et vos remerciements sont un encouragement à poursuivre ce dialogue social et tout le travail qui reste à accomplir en 2022 et sans doute toutes les années qui suivront. Donc j'en reviens à la délibération. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a mis fin aux dérogations qui permettaient de maintenir une durée de temps de travail annuel inférieure à 1607 heures. Dans ce cadre, le Conseil municipal a délibéré en séance du 27 juillet 2021 sur la fixation de la durée de travail à 36 heures au 1er janvier 2022. La délibération précisait qu'avant le 31 décembre 2021, un protocole relatif au temps de travail fixant toutes les modalités liées à cette nouvelle organisation du temps de travail serait établi. Au cours du dernier trimestre 2021, le groupe de travail s'est à nouveau réuni et en concertation avec les représentants du personnel, afin d'élaborer le protocole relatif au temps de travail qui est joint. Ce protocole précise en effet la durée du travail qui est ramenée à 1607 heures. Il y avait quand même au départ de cette négociation 10 jours à récupérer. Et on n'aborde pas ce genre de choses avec facilité. Et pourtant, grâce à des négociations et la collaboration des partenaires, ça s'est bien passé. Les 36 heures par semaine pourront être organisées en fonction de propositions qui seront faites par les services, en effet, au cours du premier semestre 2022. Mais en attendant, il fallait absolument que soit élaboré ce projet de protocole qui est en quelque sorte le chapeau
sur l'organisation à venir et il fallait que ce soit fait avant le 31 décembre. D'où cette présentation aujourd'hui. Donc, considérant l'avis du comité technique du 23 novembre 2021, et cette question avait été présentée à la commission des moyens généraux du 24 novembre 2021. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc ce protocole est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 6, modification du tableau des effectifs. Madame Fonturial. Le tableau des effectifs n'est jamais quelque chose de figé, comme vous le savez. Il convient donc de le modifier autant que nécessaire. Il convient donc de mettre à jour le tableau des effectifs du personnel municipal pour tenir compte des modifications suivantes, à savoir la création de 2 postes ASEM, ce sont des agents spécialisés des écoles maternelles. 2 postes ASEM principal 2e classe à temps complet. En observation, il est noté qu'il s'agit de l'intégration directe de 2 agents titulaires grade d'adjoint technique principal 2e classe. Cette question a été présentée à la commission des moyens généraux du 24 novembre 2021. Y a-t-il des questions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc je vous remercie. Question numéro 7, Madame Fonturial. Création d'un emploi non permanent, contrat de projet. Il s'agit de recruter un emploi non permanent de chargé de projet cimetière sous contrat de projet dont la mission principale sera l'aménagement et l'embellissement du cimetière. Il veille au maintien du respect et surveille de près toute forme d'exécution funéraire au sein du cimetière. Il assure le premier accueil des usagers et la gestion technique du site. Pour rappel, le contrat de projet est une nouvelle possibilité de recrutement sur emploi non permanent prévu à l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 1984. Ce nouveau contrat a pour but de mener à bien un projet ou une opération identifiée. Il s'agit d'un contrat à durée déterminée dans l'échéance et la réalisation du projet ou de l'opération. Ce contrat peut être conclu pour une durée minimale d'1 an, fixée par les parties dans la limite de 6 ans. Il est ouvert à toutes les catégories hiérarchiques, A, B et C, et tous secteurs confondus. Afin de garantir le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, les recrutements en contrat de projet devront suivre à minima les grandes étapes de la procédure de recrutement des contractuels sur emploi permanent, à savoir publication d'une offre d'emploi détaillée, réception de chaque candidature, appréciation portée sur chacune au regard des compétences, aptitudes, qualifications, expérience professionnelle, potentiel du candidat et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi. Cette personne a été mise à l'essai sur le cimetière et l'essai est très concluant et le site a vraiment évolué de façon très favorable. D'où aujourd'hui cette proposition qui vous est faite de valider le recrutement sur ce contrat à durée déterminée. La question a été présentée à la commission des moyens généraux du 24 novembre 2021. Des interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? La question numéro 7 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 8. Madame Fonturial. Il s'agit de la convention d'objectifs et de moyens de l'association Mosaïque en 16. La prorogation d'1 an de la convention triennale 2018-2021 pour l'année 2022. Mosaïque en 16 est une association implantée à Bagnols-sur-Cèze dont les missions sont les suivantes. Accueillir les personnes et les familles, proposer des animations d'éducation populaire, accompagner les initiatives des habitants et concevoir avec eux des projets d'utilité collective, impulser le débat, alerter sur les situations problématiques, mobiliser les partenaires. Cette association porte aujourd'hui 2 centres sociaux agréés par la CAF, Caisse d'allocation familiale, et 4 lieux d'accueil répartis sur le territoire de la commune. Je les cite, le centre social Vigan-Braquet, situé sur l'avenue du même nom, le centre social Passerelle-sur-Cèze, situé dans le quartier des Escanots, allée des Tuyas, la maison des parents, située dans le quartier des Escanots, place de la Crèche, et la villa du Bosquet, située montée des Oliviers. La ville de Bagnols-sur-Cèze cofinance le fonctionnement et les activités de l'association par l'intermédiaire d'une convention d'objectifs et de moyens pluriannuels, dont la dernière porte sur la durée 2018-2021, soit 4 années. En lien avec les agréments accordés par la CAF en cours de renouvellement, l'association mène actuellement
un gros travail de refonte de ses actions, de l'organisation de ses lieux d'accueil, ainsi que de ses moyens. Mise en place de la comptabilité analytique et restructuration de l'organigramme, notamment, parmi d'autres objectifs. Ce travail doit aboutir lors du premier semestre 2022 et se trouve en lien avec l'ensemble des partenaires financiers de la structure, dont la ville. Aussi, afin de ne pas percuter ce travail en cours et d'harmoniser le cadre des agréments CAF avec la convention municipale, il est proposé de proroger d'1 année la convention municipale 2019-2021 pour l'année 2022. Durant l'exercice 2022, la future convention d'objectifs et de moyens portant sur une nouvelle période de 4 ans, 2023-2026, ce qui n'est pas 4 ans pour moi, 2023-2026, qui serait plutôt 2027. Donc il y a peut-être une erreur de date. Ce serait plutôt 2022-2026, sera établi au regard des attendus de la ville. Cette prorogation prévoit un financement identique à celui du dernier exercice de la convention, à savoir une subvention de 187 272 €. Et elle prend la forme d'un avenant numéro 1 à la convention initiale. Il est à noter que malgré cette prorogation, le contenu des actions menées par l'association, notamment par le biais de la politique de la ville, est amené à évoluer conformément aux demandes formulées par la ville dans le cadre du comité de suivi ad hoc. On note notamment la création d'un nouveau secteur jeunesse dont la mission sera, en complément de l'aide à la scolarité, de proposer des activités et séjours gratuits aux jeunes bagnolais. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs 2018-2021, liant la ville et l'association Mosaïque en 16, prorogeant d'1 an la convention pour l'exercice 2022, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à cet avenant. Cette question a été présentée à la Commission des solidarités du 24 novembre 2021. Merci. Donc, y a-t-il des interventions? Monsieur Pommier. Oui, monsieur le maire, lors de la commission des moyens généraux et de solidarité, il a été indiqué que la prorogation d'1 an de la convention triennale entre la ville de Bagnols-sur-Cèze et l'association Mosaïque était rendue nécessaire par la non-réalisation d'un projet social consécutif, entre autres, à un changement de gouvernance. Or, cette non-réalisation d'objectifs prévue par la convention existante nécessite aujourd'hui une dépense supplémentaire pour un montant chiffré à près de 270 000 €, à savoir montant de la subvention, frais de personnel et mise à disposition de locaux. Sachant que durant les 2 dernières années, les subventions annuelles ont été versées par la collectivité, bien que le nombre d'activités habituellement mises en œuvre par l'association ait été considérablement diminué en raison des périodes de confinement et des règles sanitaires applicables. En conséquence, le groupe Rassemblement Bagnols émet un avis défavorable à cette demande de prorogation. Alors, je sais pas pourquoi, je pensais que vous alliez intervenir sur cette question, mais c'est bon, chacun sa façon de voir. En tous les cas, moi, je ne la partage pas. Je vais juste vous rappeler 2-3 choses. D'abord, qu'il s'agit d'une prorogation, donc c'est pas une dépense supplémentaire comme vous essayez de le faire croire. Hein. C'est bien aujourd'hui juste une prorogation. Donc, on sait que le centre l'association le Mosaïque en 16, le travail qu'ils font sur le terrain, et je veux les saluer. Et si vous me permettez, je veux profiter de ce moment-là pour saluer le président, monsieur Medjouel, qui est vraiment quelqu'un d'investi, surtout le conseil d'administration qui le suit, qui sont tous des bénévoles. Hein. Je vous encourage à aller siéger à cette association, ce sont tous des bénévoles. Je les salue bien bas, parce que contrairement à ce que vous pouvez croire, mais comme quoi il faut que rentrer dans le terrain de Mosaïque et puis certainement pas regarder de trop loin. Contrairement à ce que vous pouvez croire, c'est que le confinement qui a été vécu, alors vous êtes comme moi, vous habitez une belle maison certainement avec une piscine, mais dans des quartiers un petit peu plus difficiles, ça a été très compliqué. Mais comme à chaque fois, la première ligne a été présente sur ce confinement. C'est-à-dire que des animateurs qui font du pied d'immeuble, qui rentrent dans les appartements, qui font de l'aide à la lecture, entre autres, comme a pu le souligner le DAZEN, s'il n'y a pas eu de retard sur Bagnols dans l'apprentissage de la lecture, c'est que tous ces gens se sont mobilisés. Ils ne sont pas restés chez eux, ils ont préféré tous ces éducateurs aller au contact. Moi, je voulais les saluer.
contrairement à ce que vous dites, tous les ateliers ont continué à fonctionner. Ils ont continué à fonctionner avec des géométries différentes. Je vais vous donner un atelier que je connais bien, c'est l'apprentissage de la lecture pour les petits. Ça n'a pas été, pendant cette année de confinement, ça n'a pas été des rassemblements dans les classes, ça n'a pas été des choses où l'aide au devoir s'est fait de façon numérique, mais chaque personne s'est investie dedans et l'apprentissage, le soutien au devoir s'est fait à travers le numérique. C'est toutes ces choses qui sont mises en place, qui j'espère que seront pérennisées pour Mosaïque parce que les nouvelles façons de faire se sont mises en place. Et moi, je voulais vraiment la restructuration qu'il y a eu aujourd'hui, il y a 2 directeurs, tout ce qui s'est mis en place, parce qu'on a constaté qu'il y avait une évolution à faire, parce qu'il fallait continuer à soutenir les populations qui étaient certainement les plus touchées par le confinement, et ben ça a continué. Alors moi, je comprends, chacun est libre de son vote. Hein. Ici, la parole est libre, le vote est libre, et c'est très bien que ça continue comme ça, mais s'il y a bien un sujet sur lequel je suis fier et de continuer avec eux, c'est avec Mosaïque. Et pendant que j'y suis, je voudrais saluer les 2 nouveaux directeurs qui sont mis en place, qui rajoutent encore un élan et qui rajoutent encore des nouvelles propositions qui nous ont été faites lors du dernier conseil d'administration, qui vont être des nouvelles idées qui vont être mises en place sur le terrain. Alors, chacun est libre de son vote. Je pense que sur ce vote-là, ça vaut le coup d'y aller. C'est une année de prorogation, ce n'est pas des dépenses supplémentaires, ce n'est pas du RH en supplémentaire. Il ne s'est pas rien fait pendant les 2 années qui viennent de se dérouler. C'est même plutôt l'inverse. Ils ont multiplié les actions et je pense que c'est leur rendre justice que de les soutenir et de les aider. Et pendant que j'y suis, je voudrais aussi remercier les élus qui siègent au conseil d'administration de Mosaïque, où le dialogue passe super bien. Et je pense que l'été qui va arriver va nous permettre aussi d'entamer des nouvelles actions dans ce quartier. Voilà. D'autres interventions ? Voilà. Bon, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Alors, 1, 3, 4... 5 votes contre. Y a-t-il des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. À la majorité, mais décidément, il faut que je m'y mette. Question numéro 9, Madame Obid. Adhésion à l'éco-organisme Alcom. Merci. Bonsoir. Alors, dans le cadre de la politique menée en matière de propreté urbaine, la ville souhaite développer des actions visant à responsabiliser les citoyens et à rendre le cadre de vie plus agréable. Adossé à un plan global d'action, la collecte des mégots de cigarettes dans l'espace public peut être mise en place avec le soutien de l'éco-organisme Alcom. Instauré dans le droit à fil de la directive européenne plastique et de la loi économie circulaire de 2020, il s'agit de la première filière de responsabilité élargie du producteur, qui combine des enjeux de salubrité publique et environnementaux en France. Alcom est issu de la mission mégots, pensée par les principaux fabricants de tabac et dont l'objectif a été pendant 2 ans de préfigurer cette filière à travers notamment de travaux et de discussions. Cet éco-organisme pourrait verser chaque année à la ville 1,08 € par habitant en contrepartie d'actions concrètes. Ce plan d'action sera détaillé dans le cadre du BP 2022. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'adhésion à l'éco-organisme Alcom. Question présentée à la commission des moyens généraux du 24 novembre 2021. Y a-t-il des interventions ? Non, donc je mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 10. 10. Madame Herbé. Dérogation au repos. Il faut juste me parler dans le micro, tu vois. Non. Il y a un petit ergot dessous. Ça marche? Ah ouais. Alors, comme chaque année, les commerçants de Bagnols-sur-Cèze sollicitent une dérogation au repos dominical de 5 dimanches pour l'année 2022. L'an dernier, c'était 12. Il convient de consulter les organisations d'employeurs et de salariés en application de l'article R 3132-21 du Code du travail, ainsi que les associations de commerçants. Les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, pour eux, ce repos peut être supprimé et désigné pour chaque commerce de détail par décision du maire, prise après avis du conseil municipal.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. Après consultation et avis favorable, les dimanches travaillés sont le 16 janvier, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre 2022. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver la dérogation au repos dominical de 5 dimanches aux dates listées ci-dessus pour l'année 2022. Question présentée à la commission des moyens généraux du 24 novembre 2021. Merci. Y a-t-il des commentaires? Simplement une question. La 5 dimanches, en cours d'année, est-ce qu'il est possible d'avoir... Non. C'est fixé. C'est fixé. Okay. Et il faut qu'on délibère, comme vient de le dire Madame Hervé, avant le 31-12. Mais ça, ces dimanches-là, comme il est plus spécifié dans le texte, sont posés en accord avec les associations de commerçants. Possibilité d'un avenant en cours d'année? Non. Je pense que non, mais je ne me souviens pas de... Non. On me souffle non dans le dos, donc c'est... OK. Y a-t-il d'autres observations? Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc cette question numéro 10 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 11, Madame Herbé, règlement du marché hebdomadaire du mercredi matin. Alors, dans la perspective de consolider l'activité commerciale des commerçants, d'attirer de nouveaux clients et fidéliser la clientèle, parallèlement, pour assurer le fonctionnement hebdomadaire et garantir aux commerçants accueillis des conditions d'exercice sécurisées, un nouveau règlement a été établi. Ce nouveau règlement est le résultat de nombreux échanges avec les syndicats professionnels et la mairie. Il précise les conditions d'installation, les modalités d'attribution des emplacements abonnés et passagers et prend en compte les évolutions législatives entrées en vigueur. Ce règlement, présenté en annexe, vaut pour tous les marchés pouvant être créés sur la commune de Bagnols-sur-Cèze et annule l'arrêté portant règlement numéro 20-2012 en date du 13 janvier 2012. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver ce nouvel arrêté portant règlement hebdomadaire du marché hebdomadaire, d'annuler l'arrêté portant règlement numéro 20-2012 du 13 janvier 2012. Question présentée à la commission des moyens généraux du 24 novembre 2021. OK. Y a-t-il des observations? Non. Donc, avant de le mettre au vote, moi, je voulais remercier Madame Herbé. Je voulais remercier Monsieur Bertomio aussi, qui a porté le projet précédemment. Remercier Madame Evin, qui est en bout de salle. Croyez-moi, je parlais des qualités de négociation de Madame Fonturial. Quelquefois, il faut aussi des qualités de négociation pour négocier avec les commerçants du marché. C'est pas simple, c'est un monde à part. Et en tous les cas, moi, je suis très fier du règlement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce règlement, en dehors de ce que vous avez présenté, nous avons voulu aussi, et vous parliez tout à l'heure, Monsieur Pommier, du développement durable. Sachez que et j'y étais encore ce matin, de très bonne heure, vous rencontrez quelques légumiers à qui j'ai menacé des foudres de l'enfer si ça continuait. Donc il faut aujourd'hui toute la partie environnementale, tri des déchets et embellissement des étals a été rajouté dans ce règlement de marché que nous sommes en tous les cas très contents de voir apparaître, et c'est le fruit d'un long travail de négociation. Ça secoue. Voilà. Donc, je vais le mettre au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, ce règlement est adopté à l'unanimité et il sera applicable dès mercredi. Donc, je ne me suis pas trompé dans ma menace de ce matin. Voilà. Question numéro 12. Monsieur Couston, Association Union Bouliste Bagnolaise. L'association bouliste bagnolaise, pour les non-initiés, ce sont ceux qui jouent à la grosse boule, le jeu lyonnais, a organisé un concours par équipe à la mêlée le lundi 6 septembre 2021 lors de la fête votive. L'association sollicite une aide de la ville pour le financement de ce concours. Il est proposé de lui attribuer une subvention de 125 €. C'est classique, chaque année il participe à une animation pour la fête votive. Alors, y a-t-il des interventions? Y a-t-il des votes? Alors, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Monsieur Couston, Association Pétanque Atomique Bagnolaise. Là, c'est la petite boule, la pétanque. L'association Pétanque Atomique Bagnolaise a organisé à Bagnols
4 concours le 4, 6 et 7 septembre 2021 pendant la fête votive. La participation à ces concours, 2 triplettes mêlées et 2 doublettes mêlées, a été en moyenne de 44 équipes. L'association a également organisé le 6e supranational à Bagnols les 9 et 10 octobre 2021. Pour cette édition, 256 équipes venues de toute la France étaient présentes, dont de nombreux joueurs de très haut niveau qui se sont affrontés sur les terrains du Boulodrome. L'association sollicite une aide de la ville pour le financement de ces concours. Pour ces actions, il est proposé de lui attribuer une subvention de 1 000 €. Alors, un petit mot sur le supranational. C'est une très grosse manifestation bouliste. 256 équipes, ça fait 2000 personnes qui viennent sur Bagnols. Il y a une très grosse organisation par rapport aussi à l'organisation de ce concours, au-delà de l'aspect sportif. Il y a l'aspect technique, et là aussi, comme monsieur le maire remercie souvent les services, mais là je tiens à saluer les services techniques et le service des sports pour ce supranational. Y a-t-il des interventions? Monsieur Pommier. Ouais, justement, moi aussi, je voulais saluer la qualité de l'organisation pour ce Supra, puisque beaucoup d'équipes, beaucoup de monde, et en plus, des belles journées. Oui. Et du haut niveau sportif. Haut niveau, oui. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 14, Association Rugby Bagnols-Marcoul. Attribution d'une subvention, Monsieur Gouston. Afin de pouvoir mettre les enfants de l'école de rugby à l'abri lors de leur tournoi, l'association du Rugby Club Bagnols-Marcoul souhaite acquérir 3 barnums. Le coût total de cet investissement s'élève à 1 305 €. La somme de 800 € a déjà été récoltée grâce aux sponsors et au club. L'association du Rugby Club Marcoul sollicite une aide financière de la commune pour compléter cet achat. Il est donc proposé de lui attribuer une subvention de 755 €. Merci. Y a-t-il des interventions? Ah oui, parce que là, j'étais en train de... Sinon, ça dépassait, c'est vrai. Je crois que c'était un petit cadeau pour le RCBM, mais non, 505 €. 505 €. Donc, on rectifie pour l'enregistrement, c'est 505 €. Donc, y a-t-il... 505. 505. 500. 500. 8 et 5, 13. 802, 500 de nous. Bon, pour l'enregistrement, 505. Voilà. Plus de commentaires. Voilà, comme ça, c'est... Voilà. C'est bon. Y a-t-il des observations? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Et la question est adoptée à l'unanimité pour 505 €. Merci. Monsieur Couston, question numéro 15. Association Bagnols-Marcoul Athlétisme, attribution d'une subvention. L'association sportive Bagnols-Marcoul Athlétisme va organiser le 5 décembre 2021 le 57e cross-country de la ville de Bagnols-sur-Cèze. L'association sollicite une aide de la commune pour le financement de cette manifestation. Il est proposé d'attribuer à l'association Bagnols-Marcoul Athlétisme une subvention à condition qu'elle soit réalisée et sur présentation du bilan moral et financier de cet événement. Dans le cadre des festivités de fin d'année et à l'initiative de la ville, l'association sportive Bagnols-Marcoul Athlétisme va organiser la course pédestre de Noël le 30 décembre 2021. L'association sollicite une aide de la commune pour le financement de cette manifestation. Il est proposé d'attribuer à l'association Bagnols-Marcoul Athlétisme une subvention à condition qu'elle soit réalisée et sur présentation du bilan moral et financier de cet événement. Il est proposé d'attribuer à l'association Bagnols-Marcoul Athlétisme une subvention de 500 € pour le cross et 500 € pour la course pédestre. Je pense que la petite phrase à retenir, c'est sous condition qu'elle soit réalisée, parce que vu comment ça se passe, on verra comment on décide. Voilà. Y a-t-il des interventions? Donc je mets au vote, des votes contre, des abstentions. La question est adoptée à l'unanimité. Question numéro 16. Monsieur Couston, Office du sport de Bagnols-sur-Cèze, attribution d'une subvention. L'Office du sport de Bagnols-sur-Cèze a organisé le 11 septembre 2021 l'apéritif et le repas de midi pour les associations lors du forum.
Cette journée a été une pleine réussite. L'Office du sport sollicite une aide financière de la commune pour une prise en charge des frais liés à cette organisation. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 500 €. Ça, c'est le forum des associations. Qui a eu lieu en septembre. Voilà, qui rassemble beaucoup d'associations, qu'elles soient sportives ou autres, mais l'Office des sports nous aide à organiser l'apéritif et le repas. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc question adoptée à l'unanimité. Question numéro 17. Convention de partenariat entre la ville et le FCBP. FCBP qui est le football. La ville de Bagnols-sur-Cèze, compte tenu de la politique sportive mise en place en direction des populations, entend établir des relations avec toute personne physique ou morale, notamment de statut associatif, dont l'activité est considérée d'intérêt général dans ces domaines. Pour ce faire, elle met à disposition des associations leur infrastructure, mais également des moyens financiers sous forme de subventions destinées à soutenir des associations, projets concourant à l'intérêt général de la collectivité. Les plus grosses associations sportives que sont le FCBP, le foot, le RCBM, le rugby, le HBGR, le hand, le SOBM, la natation, régis par la loi de 1901, réalisent des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sportive du territoire et sollicitent par conséquent le soutien de la ville. De par leurs résultats sportifs, les associations représentent un vecteur de développement du sport sur le territoire. Elles mettent aussi en place une politique de formation des jeunes en vue d'une pratique du sport de loisir ou de haut niveau. La pratique sportive étant vectrice de nombreux messages éducatifs et citoyens, la ville souhaite les soutenir. Il est proposé au conseil municipal de valider la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Bagnols et l'association FCBP pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 et à verser les subventions correspondantes. Alors, pour un peu votre gouverne, les associations qui ont une convention, ces conventions, ce sont en général ce qu'on appelle les grosses associations qui ont des budgets plus importants. La loi, normalement, nous oblige à partir de 23 000 €. Mais nous, bon, on a préféré aussi descendre à certaines associations qui ont un partenariat très fort avec la ville. Et donc, là, avec monsieur le maire et son adjoint, nous avons un regard sur ces associations vis-à-vis de leur budget. Cette convention est signée par rapport à un volet, bien sûr, sportif, éducatif, mais aussi social et économique. Dans le cas du FCBP, que je viens de vous lire, c'est une subvention de 35 000 €. À ça, il faut rajouter aussi le suivi des équipements et tout le personnel aussi des RH qu'on met à disposition pour que ces associations fonctionnent et respectent cette convention. Voilà. Y a-t-il des interventions? Non. Donc, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a 4 délibérations qui se suivent sur les 4 grosses associations sportives. On vous donnera, tu as le montant, voilà, on vous donnera juste le montant de la subvention et on les vote les unes derrière les autres. Si ça vous convient? D'accord? Allez. Donc, on vient de faire le foot. Attends, je ne l'ai pas mis au vote. Donc, il y a des votes contre, des abstentions. Donc, cette convention est adoptée à l'unanimité. Question 18 pour le RCBM. On parle d'un sport cher à notre maire, le ballon ovale, le RCBM. Donc, il y a l'ancien président du RCBM à cette table. Donc, au rugby, on leur accorde 16 000 € qui sont versés aussi en une seule fois. Des interventions? Donc je le mets au vote, des votes contre, des abstentions. Donc la question 18 est adoptée à l'unanimité. Voilà. Question numéro 19, la même pour le SOBM, la natation. Donc eux, on leur accorde 6 600 € avec 2 900 € de subvention de fonctionnement et 3 700 € par rapport au transport. Puisque l'hiver, ils sont obligés d'aller vers la piscine couverte maintenant de la Légion. Et donc, ça fait 6 600 € en tout. Alors, sachant que les 3 700 € de transport sont remboursés sur ticket sur le nombre de transports allés et venus, sur une facture. Ok. Y a-t-il des interventions?
Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? La question 19 est adoptée. Et en fin de compte, la dernière convention, c'est avec le HBGR. C'est le HAND. Donc eux, on leur accorde 90 000 euros avec 70 000 euros de subvention de fonctionnement direct et 20 000 euros qui sont soumises à action, notamment les interventions dans les écoles, etc. et le périscolaire. Voilà, donc y a-t-il des interventions? Je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc la question est adoptée à l'unanimité. Je suis en train de chercher la question 21. C'est l'office. C'est pour l'Office des sports. Question. Voilà, je l'ai. Convention d'objectifs pluriannuels entre la ville et l'association Office du sport de Bagnols-sur-Cèze. La ville de Bagnols-sur-Cèze, compte tenu de la politique sportive mise en place en direction des populations, entend établir des relations avec toute personne physique ou morale, notamment de statut associatif dont l'activité est considérée d'intérêt général dans ces domaines. Pour ce faire, elle met à disposition des associations leur infrastructure, mais également des moyens financiers sous forme de subventions destinées à soutenir des projets concourant à l'intérêt général de la collectivité. Ainsi, l'association OSB, régie par la loi de 1901, réalise des projets qui s'inscrivent dans le cadre de la politique sportive du territoire et sollicite par conséquent leur soutien. Cette association a pour vocation de fédérer les associations sportives entre elles en organisant différentes manifestations. Elle se doit aussi d'être source de propositions auprès du mouvement sportif et de la politique sportive. Donc l'OMS, c'est bon, là, eux, ils ne pratiquent pas du sport, mais l'OSB, pardon, oui. Ils épaulent la mairie dans certaines manifestations et on leur attribue 1 500 euros de fonctionnement et puis 8 500 euros qui sont soumis à des fiches actions, comme on a vu tout à l'heure, et puis notamment la remise des récompenses, le repas des bénévoles, etc., etc. Y a-t-il des interventions? Non, je le mets au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Merci Monsieur Couston. Question numéro 22, Madame Mussio, Convention territoriale globale. Merci Monsieur le maire. La ville de Bagnols-sur-Cèze a signé un contrat enfance jeunesse avec la caisse d'allocation familiale qui va arriver à échéance le 31/12/2021. Ce contrat ne peut être renouvelé dans cette forme puisque cette administration a modifié la doctrine de ce type de contrat. En effet, la CAF propose maintenant aux collectivités de signer des conventions territoriales globales. La CTG favorise la territorialisation de l'offre globale de services en l'organisant de manière structurée et priorisée en cohérence avec les politiques locales des collectivités. Elle favorise également le maintien, le développement et l'adaptation des équipements et services aux familles, l'accès aux droits et l'optimisation des intervenants des différents acteurs. Elle offre un cadre structurant l'ensemble des interventions et permet d'articuler plus efficacement les conventions et schémas existants. La CTG renferme un nouveau dispositif de financement national, les bonus territoires qui garantissent un maintien des financements précédemment versés dans le cadre des contrats en phase jeunesse, mais en simplifie les modalités de calcul. La CAF versera les prestations directement au gestionnaire des équipements. La CTG doit être signée pour un territoire élargi représentant un même bassin de vie pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. Ainsi sont concernées les communes de Tavel, Jusclan, Pont-Saint-Esprit, Laudun-l'Ardoise, Codolet, Orsan, Bagnols-sur-Cèze, ainsi que la communauté d'agglomération du Garo-Daniel. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention territoriale globale à passer avec la CAF et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Question présentée à la commission éducation, sport, culture ainsi qu'à la commission des moyens généraux du 24 novembre 2021. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc la question numéro 22 est adoptée à l'unanimité. Question numéro 23, Madame Baïd. Acceptation d'un don de l'association diocésaise de Nîmes pour le financement des travaux finaux de restauration de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste. Merci, Monsieur le maire.
Le diocèse de Nîmes, paroisse de Bagnols-sur-Cèze, désirait que les travaux finaux de restauration de l'église Saint-Jean-Baptiste, notamment la remise en service de l'orgue et de son harmonie, interviennent dans les meilleurs délais, et conscient qu'une partie de la dépense devait lui incomber, a décidé de participer financièrement à cette opération. À cet effet, il a décidé de mettre à la disposition de la commune un don de 97 143 €, assorti des principales conditions suivantes. Affectation unique aux travaux finaux de restauration de l'église, maîtrise d'ouvrage par la commune, modalité de paiement du don correspondant à la restauration au relevant du financement par l'association diocésaine à première demande de la commune. Au terme de l'article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer sur l'acceptation de ce don. Il est aussi nécessaire de contractualiser les relations du diocèse et de la commune dans cette affaire dans un cadre unique au moyen d'une convention. Cette convention établie entre les deux parties définit leur engagement administratif, technique et financier réciproque. Il est également demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention qui a été ainsi négociée et établie. Question présentée à la commission urbanisme, travaux et environnement du 24 novembre 2021. Merci Madame Bail. Y a-t-il des interventions? Non, donc je le mets au vote, de m'autoriser à recevoir un don de 97 143 €. Je vous en remercie. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Voilà. Donc cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 24, Monsieur Berthomieux. Merci Monsieur le maire. Alors, cession de la parcelle communale CD 561 au profit de la SAS Imo Concept. Alors, la SAS Imo Concept a manifesté son intention d'acquérir la parcelle CD 561 dans le but d'y construire une résidence à caractère social destinée à recevoir des jeunes étudiants. Cette parcelle avait été désaffectée et déclassée par délibération numéro 2020-1069 du 20 octobre 2020. Elle est issue d'une division validée par déclaration préalable numéro DP 030 028 20 W 0118 en date du 27 novembre 2020. Un avis du pôle d'évaluation domaniale en date du 1er juin 2021 fixe un prix de 350 000 € pour cette parcelle. Prix proposé par la SAS Imo Concept pour cette parcelle de 1789 m². Les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Il est proposé au conseil municipal de vendre à la SAS Immobilier Concept ou à toute société pouvant lui être substituée la parcelle CD 561 d'une superficie de 1789 m² au prix de 350 000 € hors taxe. D'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à l'urbanisme à signer les actes à intervenir et à tout document se rapportant à cette affaire. Question présentée à la commission d'urbanisme, travaux et environnement du 24 novembre 2021. Donc, il s'agira après de créer 32 logements pour recevoir des jeunes étudiants, mais aussi des jeunes travailleurs. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Pommier. Oui, pas d'opposition sur la vente de cette parcelle, hormis qu'il nous apparaît nécessaire d'avoir des garanties sur la réalisation effective d'une résidence étudiante, projet qui répond à un besoin existant. Exactement. Pardon? Exactement. Oui. En plus, il m'apparaît aussi nécessaire de veiller à ce que cette résidence, dès qu'elle sera réalisée, dont l'utilité sociale est indéniable et dont la gestion serait confiée, je crois, au bailleur Habitat du Gard, qu'elle ne devienne au fil du temps un concentré de logements sociaux traditionnels. Ouais. Décidément, vous avez des marottes, hein, mais bon, c'est comme ça. Après, l'association, le centre social Mosaïque, le logement social, je vous répète ce qui est derrière. Moi, je peux vous garantir que ce qui est garantissable, c'est aujourd'hui des petits logements, 32 petits logements, plutôt T2 maximum petite surface, à côté du pôle estudiantin, qui est le pôle, c'est le lycée, l'école du code,
toute cette partie-là que nous voulons, que nous sommes en train de mettre autour de l'éducation. Donc voilà. Et puis, comme vous venez de le dire, c'est une vraie demande qu'on a sur le territoire, qui est couverte entre l'école des infirmières, les lycées, le lycée qui est à côté, les formations post-bac, les internes de l'hôpital, mais aussi, bien au-delà, tous les stagiaires qui circulent, qui sont à l'hôpital, mais aussi tous les stagiaires qui sont sur le site de Marcoule. Croyez-moi, les 32 logements, on va les remplir, vu la demande, sans aucun souci. Après, dans la configuration aujourd'hui, c'est des petits appartements qui vont être sympas, qui vont donner sur... Là, alors, je vous donne une première parce qu'elle est... J'ai vu les plans circuler, donc ça s'appellera la résidence de l'Ovalie, Monsieur Berthaumieux, en hommage aux anciens bâtiments du RCBM, et 32 logements étudiants ou pour des nouveaux jeunes travailleurs sur le territoire. Voilà, je pense qu'on assume le développement de la commune, y compris dans son développement estudiantin. Voilà, Monsieur Vincent. Oui, c'est celui-là. Oui, je partage effectivement ce qui vient d'être dit concernant le fait qu'il fallait vraiment s'assurer de la finalité de la vente dans le but qui est présenté. Et je voulais savoir, dans la proposition de délibération, il est proposé au Conseil de vendre la SAS Imo Concept ou à toute société pouvant lui être substituée. Pourquoi vous avez précisé? Alors, vous êtes... alors, je vous explique, mais ça, vous verrez dans tous les actes de vente qu'on fait aujourd'hui, depuis maintenant 5-6 ans, nous réintroduisons cette phrase, parce que systématiquement, quelquefois, il y a des sociétés changent de nom, et donc sur le mandat précédent, on n'arrêtait pas de repasser 2 fois les délibérations, parce que il y avait le nom précisé, et quand ça arrivait chez le notaire nous disait la société a changé, c'est plus le même porteur de projet, et donc on reprenait les mêmes délibérations. Donc on a introduit cette petite phrase, c'est l'avis d'un projet. Aujourd'hui, c'est la société Imo Concept qui demain pourra se transformer en... Voilà, nous, ce qui nous importe, c'est le projet qui est derrière. Voilà. D'accord. Voilà. Mais bon, vous verrez dans tous les actes de vente que nous faisons depuis maintenant... 5-6 ans, enfin une dizaine d'années, cette petite phrase est introduite, ce qui nous évite de redélibérer à chaque fois au sein du conseil municipal. C'est très technique. Voilà. OK. Donc, je mets cette délibération, cette question au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 1, 2, alors 6 abstentions. Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 25. Donc, la question numéro 25, je crois que c'est moi. Oui, c'est ça. C'est la validation du règlement de la convention relative à l'aide municipale à l'accession à la propriété des primo-accédants du centre ancien de Bagnols-sur-Cèze. Si vous êtes d'accord, je vais vous lire celle-ci. Et la deuxième, c'est la même chose, mais qui est toujours rattachée la question 26 à l'OPRU, mais qui, elle, concerne l'opération des façades. Donc, Bagnols-sur-Cèze a intégré le dispositif Action Cœur de Ville depuis le avril 2018, au même titre que 222 villes moyennes françaises. Pour construire un programme d'action cohérent et de revitalisation de territoire, 2 études ont été lancées pour définir une stratégie et un projet urbain ambitieux. Une étude globale et une étude préopérationnelle d'OPA-RU ont été lancées. Cette note s'attache à un volet de l'OPA-RU. En effet, l'OPA-RU est passé à l'étape opérationnelle depuis septembre 2021 avec pour objectif la réhabilitation du parc de l'habitat du centre ancien de Bagnols-sur-Cèze. Lors de la signature de la convention OPA-RU qui est intervenue le 16 décembre 2020, il a notamment été convenu un soutien à l'accession à la propriété pour faciliter le parcours résidentiel de jeunes, alors je devrais dire de jeunes ménages bagnolais, mais qui ne sont pas que jeunes dans certains cas. Cette aide est attribuée en fonction de critères liés aux ressources du ménage et au montant des acquisitions. L'aide municipale correspond à certains critères et n'a de sens que si elle joue en effet un effet de levier sur le projet d'accession sans venir aucunement se soustraire aux obligations réglementaires, juridiques et financières ou en prenant bien en compte la faisabilité du projet. L'objet sera également d'inciter les nouveaux arrivants à s'installer en centre-ville et ainsi participer à l'équilibre territorial recherché dans ce secteur. Pour préciser, et là je vais remercier les services. Hier matin, nous avons fait une première en mairie de Bagnols. Nous avions l'ensemble des agents immobiliers
assis autour de la table, et croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire, mais aussi l'ensemble des notaires du territoire. Et nous avons présenté avec Action Logement l'ensemble des aides qui pouvaient intervenir pour chaque particulier qui venait s'installer en centre-ville. Donc, ça a été faire discuter l'ensemble des agents immobiliers et des notaires. Ce n'est pas une mince chose. Ça a été présenté. Je pense que tout le monde est bien parti. On leur a présenté tout le dispositif. Le but de cette opération, c'est que tout nouveau primo-accédant qui vient dans le centre-ville, il y a une aide qui est accordée par la mairie, mais qui permet d'avoir d'autres aides qui viennent d'autres dispositifs d'État qui sont au sein de l'OPRU et entre autres sur Action Logement. Voilà. Y a-t-il des interventions? Donc, je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc, cette question est adoptée à l'unanimité. Sur la question 26, bon, je vous le refais. C'est juste le même dispositif. C'est toujours l'OPRU qui s'accorde sur la rénovation des façades du périmètre de l'OPRU, donc du centre-ville. Et dans la signature de l'EPRU du 16 mars 2020, il a notamment été convenu la conception des outils suivants: la valorisation du patrimoine architectural pour la mise en œuvre de campagnes de ravalement de façades avec des aides incitatives financières et municipales, et couplé à la campagne de ravalement de mise en œuvre d'aide à la restauration des devantures commerciales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où je vous parle, il y a la maison du projet qui est en haut de la place Mallet, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et hier soir, alors je n'ai pas regardé ce matin, mais hier soir, il y avait 44 personnes qui étaient venues prendre des renseignements. Sur les 44 personnes qui sont venues prendre des renseignements et déposer des dossiers dans le code de l'EPRU, plus de la moitié sont déjà sur des opérations façade. Voilà. Donc, il faut savoir que derrière, et je le dis parce que je fais un peu de publicité pour le dispositif, derrière, à la maison du projet, vous trouvez des architectes conseils, des gens qui viennent vous donner des conseils ou vous étudiez l'isolation de votre logement, qui vous aident à trouver les financements les plus adéquats, qui vous aident aussi à suivre les chantiers, à trouver les entreprises qui sont labellisées. Voilà. Donc, il y a toute une démarche. Donc, si vous connaissez dans votre entourage des gens qui sont intéressés par l'OPRU, il faut les diriger vers le haut de la place Mallet, à la maison du projet. Voilà. Comment? Et la maison, c'est la maison Cœur de Ville. On l'appelle, excuse-moi. Voilà, c'est la dénomination, c'est maison Cœur de Ville. Nous, j'ai pris un peu de raccourci. Voilà. Y a-t-il des interventions? Non. Donc je le mets au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc je vous remercie. Cette question est adoptée à l'unanimité. Donc il me reste juste, si je comprends, si je me trompe pas, les délibérations du maire, les décisions du maire. Donc, il y a 6 décisions. La passation d'une convention de mise à disposition de l'école maternelle Maria Montessori, chemin du Bosquet, à l'agglomération du Gard rhodanien. La ligne de trésorerie d'1 million d'euros qui n'a pas été tirée pour l'instant. L'achat et la revente du roman graphique Albert André, Une vie à l'œuvre au musée Albert André. Les sollicitations des fonds de concours pour 2021 à la communauté d'agglomération du Gard rhodanien, la même pour l'année 2020, toujours à la communauté d'agglomération, et le renouvellement de l'adhésion au service SP plus V2, qui sont un organisme conseil en matière d'urbanisme et de réglementation urbanistique. Voilà. Je vous remercie. Donc, écoutez, il n'y aura pas de proche de conseil municipal avant la fin de l'année. Je vous souhaite, pour ceux que je ne reverrai pas, de passer de bonnes fêtes. Je vous encourage à venir demain soir à partir de 17h45, 17h30, vendredi, pas demain, vendredi, sur le lancement des illuminations à Bagnoles, qui sera le début des festivités bagnolaises, que je souhaite les plus joyeuses possibles dans les conditions sanitaires que nous traversons. Et puis, le prochain conseil municipal devrait se dérouler le 26 janvier. Et là, nous aurons à voter le budget pour l'année 2022. Merci. Et à ceux que je ne reverrai pas, passez de bonnes fêtes.